aujourd'hui, j'hésite à parler de mon sujet parce que les termes que je vais employer, puis surtout le sujet en lui-même, je risque sûrement de me faire shadowban. Dans le fond, j'ai pris énormément d'informations parce que c'est une source, ça fait quand même longtemps qu'elle est sortie, puis je l'avais écoutée, puis j'étais comme, ben voyons donc. C'est celle-là, pour vrai, quand même, ça laisse place à l'interprétation, à l'imagination, tout ça, mais tu sais, je me dis, c'est tellement connu, tu sais, en tout cas, j'espère ne pas me faire shadowban pour cette vidéo. Je vous parle de l'affaire Tetris. L'affaire, dans le fond, Vladimir Pokilko. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce nom-là, eh bien, ce monsieur-là est originaire de la Russie. Et puis, c'est lui qui a aidé à co-développer le fameux jeu Tetris. Je pense que je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin de présenter Tetris. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Et pour les prochaines générations, encore, là. Lui, dans le fond, cet homme, c'était un étudiant en psychologie. Puis lui, il a vraiment développé l'aspect, je te dirais, un petit peu plus addictif du jeu. Dans les années 80, eh bien, tu sais, on était encore pas mal en développement. Hein? Il n'y avait pas l'Internet, les VR comme aujourd'hui. Puis, les jeux, c'était pas du tout pareil. Donc, tu sais, lui, c'était vraiment plus le côté cérébral du jeu, tu sais, qui pouvait rendre addictif, d'avoir le... Tu sais, quand il tombait, puis que là, ça montait, là, tu stressais, puis là, tu te dépêchais à vouloir faire tes lignes, puis là, tu obtenais un score, puis là, il fallait tout le temps que tu veux battre ton score. Fait que lui, tu sais, c'est vraiment cet aspect-là aussi qu'il y a à faire là, dans le jeu. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, en Russie, eh bien, on est en pleine Union soviétique, ça vient de péter, la guerre froide, tout ça. Donc, dans ce temps-là, eh bien, pour un inventeur d'un jeu qui va s'avérer valoir des milliards de dollars, eh bien, tu n'as pas le droit de t'en attribuer les droits, puis que ça soit toi là, qui récolte. Hein? C'est tout au gouvernement. Donc, je veux pas partir là, sur, sur tout ça, mais on sait que la Russie est un pays communiste. Et puis là-bas, eh bien, c'était dans des temps où, justement, après-guerre, les habitants, là, les habitants avaient peine à se nourrir. Il y avait vraiment comme un climat là, assez rudimentaire en Russie à ce moment-là. Donc, les droits du jeu, eh bien, ça s'est, dans le fond, vu attribuer au gouvernement. Et puis, le gouvernement, bien évidemment, je ne veux pas rentrer non plus dans toute la hiérarchie de la Russie, mais on comprend un peu que tu as le gouvernement russe, ensuite les oligarques. Ça aussi, je pourrais peut-être faire un sujet sur les oligarques pour expliquer c'est quoi. Les oligarques, dans le fond, c'est des personnages importants au sein du gouvernement et eux, dans le fond, sont multimilliardaires. Ils ont énormément d'argent, donc ils vont, eux, servir au gouvernement lorsqu'ils veulent, exemple, je ne sais pas, pousser des recherches sur les missiles, pousser des recherches sur l'environnement. Le gouvernement, dans le fond, va se servir d'eux et de leur richesse à des fins lucratives pour la Russie. Donc, on parle de, dans le fond, Vladimir Pokilko, c'est ça. Il développe tout ça avec son partner Alexei. Ils n'en ont aucune reconnaissance. Le jeu, ça part en flèche. Dans ce temps-là, le principal concurrent, eh bien, c'était Super Mario Land. Donc, Tetris réussit quand même là, à se classer là, en même temps. Donc là, la Russie voit là, tu sais, comme, ah, crime, c'est bon, c'était une bonne shot. Donc, tout ça. Bien que, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile l'après-guerre. Tu sais, là, c'est rendu que, tu sais, ils ont vraiment comme plus rien à manger. Le chauffage, c'est difficile. Tu sais, le milieu de vie a vraiment descendu. Donc, Vladimir et sa famille vont prendre la décision, dans le fond, d'aller s'installer aux États-Unis.
Il va avoir, là, dans le fond, un ami d'Alexei qui va les aider, dans le fond, à aménager aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Silicon Valley, encore là, je ne sais pas si je dois vous l'expliquer, c'est qu'il y avait beaucoup de start-up, justement, au début de l'ère Internet, qui se développaient là, dans la Silicon Valley, en Californie. Il y avait beaucoup, là, les technologies étaient là, les infrastructures. Donc, il y a énormément de start-up là, qui ont parti de la Silicon Valley. Donc, il va aller s'installer là avec sa femme Yelena et son fils Peter. Ils vont mettre sur pied, dans le fond, ils vont mettre sur pied une entreprise, dans le fond, de technologie, tout ça, pour la technologie logicielle. Puis, ils vont appeler ça Animatech. Ça va être basé à San Francisco. Donc, dans le fond, ils vont encore essayer de faire un nouveau jeu, tout autant addictif, exemple, que Tetris. Mais ça ne fera pas ça fera pas l'unanimité. Le jeu en tant que tel, c'est des poissons que tu peux créé à partir de caractéristiques d'un saumon mélangé avec une truite arc-en-ciel. Donc, le jeu va pas faire fureur, là, pas du tout. Là. On est loin là, comparé à Tetris. Donc, ça va être en 98 que dans la ville de Palo Alto, en Californie, bien sûr, on va recevoir, dans le fond, un appel au 911. C'est un ami de la famille, Gennady. Gennady, c'est son nom. Qui va appeler le 911 en panique pour, dans le fond, dire qu'il vient de retrouver son ami, sa femme et son fils morts dans la maison. Donc, la panique, on est comme, voyons, c'est bien sûr chez les Poquilco. La police va se rendre sur les lieux, puis là, ils vont découvrir une scène assez macabre. Dans le fond, ils vont rentrer dans la maison. Il n'y a pas l'air d'avoir grand dérangement. Ils vont entrer dans une première chambre dans le couloir. Ils vont trouver Yelena, la femme, étendue sur un lit avec plusieurs coups à la tête, des marques dans le dos. Et puis, il va avoir un marteau laissé en évidence sur le sol. Ensuite de ça, ils vont s'en aller un petit peu plus loin dans le couloir. Ils vont découvrir dans la chambre principale le fils Peter qui est âgé de 12 ans. Dans le lit de ses parents, battu aussi à coups sur la tête, coups dans le dos, c'est maculé de sang. Et puis en regardant le jeune homme, Peters, la police, en levant les yeux, vont découvrir dans le fond Vladimir qui est étendu lui aussi sur le sol, couteau à la main, gorge tranchée. Et on va retrouver également un marteau à côté du corps de l'enfant. Le marteau, je veux juste faire un parenthèse, c'est deux marteaux différents de la mère de l'enfant. Et puis Vladimir, lui, eh bien, c'est vraiment une énorme lacération à la gorge. Donc, à premier lieu, eh bien, la police va penser à un meurtre-suicide. C'est en parlant avec Gennady, qui apprennent dans le fond l'identité de Vladimir, que c'est lui le co-développeur de Tetris, tout ça. Donc, ça va comme mêler un peu les policiers. Ils vont se dire, ah, c'est quand même étrange, tu sais, meurtre-suicide de la famille, tu sais, quand même, il y a le couteau à la main. Ça éveille un peu les soupçons parce que, selon les enquêteurs, si, exemple, je décide de me trancher la gorge avec un couteau, eh bien oui, tu sais, là, la blessure était extrêmement profonde. Là. Ils ont été jusqu'à voir la colonne et la moelle épinière à partir de la gorge. Donc, on s'entend, c'était profond. En faisant le geste, mon cerveau va comprendre que je suis en train, il va comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait évidemment, de par réflexe, c'est sûr que lâcher le couteau et mettre la main à la gorge, c'est quand même que tu veux absolument là, faire un suicide comme ça,
bien c'est sûr et certain que c'est pas la bonne des manières parce que, je te l'apprends aujourd'hui, ton cerveau va s'en rendre compte. Puis on apprend plus tard avec l'enquête que ton cerveau s'en rend compte pendant environ 20 à 40 secondes. Fait que c'est pas schling fini, là. Non, non, c'est schling, ah oh, merde, qu'est-ce que je viens de faire là? Puis tu t'en rends compte là, pendant quelques secondes. Donc, ça, les policiers trouvent ça quand même un peu étrange. Il y a encore le couteau à la main. Ensuite de ça, ils vont se rendre compte que les deux marteaux sont différents. Donc, est-ce qu'on aurait un double tueur? Est-ce que, mettons, un homme avec un marteau, un homme avec un autre marteau? Ça, c'est une question qui va se poser. Il y a du sang dans l'évier de la salle de bain qui a été lavé. Donc, un mort, ben ça ferait pas ça. Puis ça se foutrait de laisser du sang. Là. Il n'irait pas laver le couteau avant de se tuer à la fin. T'sais. Logiquement, là, on ne sait pas, mais logiquement. Et puis, ils vont retrouver une lettre suicide là, de 2 phrases qui est signée de Devil, mais il y a une faute en anglais. Devil, ils l'ont écrit D-A-V-I-L. Donc, on se demande si c'est pas là, une petite erreur russe-anglaise. Ils vont trouver également des choses brûlées dans le barbecue. Donc, ça laisse aux enquêteurs, oui, OK, possible meurtre-suicide, mais en même temps, possible 3 meurtres. Ils vont se poser de certaines questions. Donc, ils vont faire, dans le fond, l'autopsie. Ça va révéler que le fils et l'épouse sont morts des coups de marteau portés à la tête. Et puis, ils ont reçu 11 coups de couteau chacun dans le dos. 11 coups chacun. Ça aussi, c'est quand même assez étrange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est très étrange. Ils ont le même nombre de coups. Puis, on se demande à ce moment-là, voyons, c'est quand même toc, là, un toc, là, c'est compulsif, c'est... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Puis Vladimir, les médecins qui vont faire son autopsie vont conclure à un suicide. Là, les enquêteurs croient pas ça. What the fuck, un suicide? Parce qu'ils ne trouvent aucune trace de lutte sur Vladimir. Mais en même temps, ils découvrent par contre qu'au sa lacération, il y aurait 2 traces d'hésitation. Puis ça se voit parce que oui, il y a des gens qui choisissent de se suicider pour se trancher le cou. Puis, ça se voit souvent, tu sais, comme, oh, je le fais pas. Fait que, ça va avoir laissé comme 2 marques. Mais de l'autre côté de la médaille aussi, si quelqu'un te tient par la gorge et te menace, eh bien, ça peut avoir laissé comme 2 marques aussi avant qu'il décide finalement de mettre fin au calvaire. Donc, on se pose la question. Donc, tout de suite, là, il y a 2 enquêteurs dans l'équipe qui vont commencer à se poser la sérieuse question à savoir là, si les Russes seraient impliqués dans tout ça. Puis, dans les médias, là, ça sort. Là. Un cadre tue sa femme et son fils. Ensuite, pour se suicider. Puis, la police encore là, pas sûre. Qu'est-ce que c'est quand même... oui, OK, le légiste a quand même conclu à un suicide, mais, tu sais, c'est très ambigu là, à ce niveau-là. Donc, selon la théorie qui sort face aux éléments de preuve qu'ils ont trouvés, c'est que il aurait pris un marteau pour aller cogner sa femme, parce que la cause du décès, c'est les coups de marteau à la tête. C'est pas les coups de couteau ont été faits après, mais ça n'a pas causé la mort. La mort a vraiment été causée par les coups de marteau à la tête. Fait Vlad aurait pris un marteau, aurait été assassiné sa femme. Ensuite, il aurait pris un autre marteau
il serait allé assassiner son fils. Ensuite, il aurait été chercher un couteau. Il aurait donné 11 coups de couteau à sa femme. Il serait retourné donner 11 coups de couteau à son fils. On dit que les marteaux avaient été lavés. On se rappelle du sang trouvé dans l'évier. Ensuite, il part avec les 2 marteaux pour aller les laver. Ensuite de ça, il va retourner les mettre en évidence dans les chambres. Il va aller écrire sa lettre. Devil avec un A. Il va brûler des choses dans le barbecue. Ensuite de ça, il va retourner dans sa chambre. Il va s'ouvrir la gorge et en mourant, il ne lâchera pas le couteau. Comme je vous disais tantôt, ton cerveau s'en rend compte que quand que tu fais ça, tu lâches le couteau. Là, c'est instinctif. Je pense que tu n'as même pas le temps de réfléchir à tu veux pas le faire, mettons. Puis, c'est justement pour ça que les enquêteurs vont demander au légiste comment ça, il n'a pas lâché le couteau. Parce que oui, OK, on veut bien croire au suicide, il n'y a pas de trace de lutte, il n'y a rien d'autre qui est évident. Mais pourquoi il n'a pas lâché le couteau? Donc, ils vont leur donner comme explication que ça peut être un spasme post-mortem. Donc, tu es en train de faire ça, tu meurs, puis tu le serres, puis tu le touches, ça ne sauve plus. Mais ils vont quand même rester super perplexes là, face à ça. Fait qu'ils vont demander une autre autopsie. Ils disent non, tu vas me faire une autre autopsie. Ça presse. Là, c'est là que ça devient croustillant. On apprend que 3 semaines avant, Vlad a voulu mettre la maison au nom de sa femme au cas où il y arriverait quelque chose. Et puis, quand il commence là, à fouiller un peu dans le passé de Vlad, eh bien, le FBI va joindre l'enquête 2 jours après les meurtres. Donc, là, habituellement, aux États-Unis, comment ça fonctionne? C'est que la police découvre le corps, la police, le bureau du shérif, là, ça dépend dans quel comté, mais la police va découvrir, va mener son enquête, et si à un moment donné, il commence à patiner, ils vont appeler le FBI pour du renfort. Puis le FBI, dans le fond, lui, donne un coup de main aux policiers pour résoudre les enquêtes. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Ça faisait à peine 2 jours que les corps avaient été retrouvés, que c'est le FBI qui a appelé la police de comté c'est où déjà que ça se passe? De Palo Alto. Donc, ils vont, à ce moment-là, eux-mêmes appeler pour dire « Oui, nous avons eu vent que vous enquêtiez sur Vladimir Poklenko, blablabla. » Donc, l'équipe d'enquêteurs trouve ça très louche que le FBI, dans le fond, s'implique aussi rapidement dans l'affaire. Donc, dès le lendemain, dans le fond, de l'implication du FBI, il y a déjà des citations à comparaître qui sont envoyées pour que la police donne toute leur information au FBI. Donc là, ils sont comme, ben voyons, fait qu'il y a matière à penser que le FBI enquêtait déjà sur Vladimir Poklenko. Donc, il va y avoir là, des théories qui vont sortir de la part des enquêteurs qui se font des hypothèses à savoir est-ce que la mafia russe est impliquée. Mafia russe, là, je ne veux pas parler de gangster à l'italienne, c'est vraiment, on parle du Kremlin. Là. On parle de ceux qui gouvernent le gouvernement russe, là, les oligarques, tout ça. C'est des milliardaires, là, ils peuvent prendre contrôle sur tout. Là. Donc, est-ce que ça a rapport à ça? Est-ce qu'il y avait peur de perdre le revenu de Tetris, les milliards de dollars? On apprend par le même fait qu'en en revenant à Tetris, le collègue, le cofondateur, Alexei, lui, dans le fond, il était protégé. C'était mis chum avec un oligarque. Puis, il a enfin pu être reconnu là, sur les droits institutionnels. Attendez, c'est les droits... je l'ai inscrit tantôt, là, mais... Les droits intellectuels, dans le fond, de la création du film. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis, lui, dans le fond, il était protégé, mais pas Animatech. Fait que, on peut se demander, est-ce que ça pourrait venir de Alexei?
On ne sait pas trop. Ensuite de ça, ici, je l'ai écrit. Aïe, aïe! Rappelez-vous de le cas Jeffrey Epstein, sa femme Ghislaine Maxwell. Eh bien, le père de Ghislaine Maxwell est impliqué, sans le vouloir, dans cette affaire parce que lui, dans le fond, il fabriquait des composantes pour le jeu Tetris. Et puis, pour aucune raison, mais quand même assez douteux, eh bien, il a quand même été retrouvé mort en mer sur son yacht, le cher Robert Maxwell. Donc, sans le vouloir, il y a un lien qui lie les deux hommes et c'est Tetris. Donc, ça, quand j'ai su ça, j'ai fait « Oh, ben, le père à Ghislaine, pas le père à Guigui! Mon Dieu! » Je trouvais ça vraiment, voyons donc. Puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a des millions en jeu là, dans Silicon Valley. Là. Il y a tellement de start-up, de logiciels, d'ordinateurs qui se créent que c'est possible que l'argent soit bien évidemment en cause. Donc, on revient à l'enquête. Comme je vous dis, citation à comparaître. Le FBI, on se demande s'ils enquêtaient déjà. Est-ce qu'ils veulent étouffer un petit peu l'affaire? Puis, tu sais, savoir la hiérarchie là-bas, là, tu sais, si tu es au FBI et que la police de comté te demande des comptes, ben si tu veux pas y dire, ben tu y dis pas. Tu n'es pas dans l'obligation. Le contraire, oui, mais par rapport là, au classement, par rapport à toi, tu as le droit à tel degré de divulgation, toi, tu as le droit à tel degré. Fait que c'est vraiment plate pour les policiers de comté que eux, genre, veulent vraiment trouver, ils veulent là, vraiment savoir. Mais malheureusement, ça s'est viré de bord. Donc, le FBI va aucunement coopérer. Donc, on peut se demander aussi là, si c'est pas classé secret, étant donné là, que le Kremlin pourrait avoir affaire avec ça. T'sais, on se rappelle aussi que le Kremlin, cet oligarque qui meurt au début de la guerre en Ukraine, les oligarques, dans le fond, c'était des proches de Vladimir Poutine, c'était des proches du Kremlin, c'était des gens qui ont passé leur vie là, à dépenser de l'argent juste pour la Russie. Donc, il y en a quand même 7 qui sont trouvés morts dans des circonstances douteuses. Là, on se rappelle dans les premiers temps de la guerre en Ukraine. Donc, ça ne surprendrait pas personne qu'il soit arrivé la même chose à la famille Poklilko parce que dans le fond, peut-être que ça aurait été quoi? Je sais pas. On sait pas pourquoi il l'aurait tué. Oui, OK, pour l'argent, mais est-ce qu'il demandait vraiment de l'argent? Il en avait starté une autre compagnie, là, Animatech. Je veux dire, il était low profile depuis des années. Fait qu'est-ce qu'il y avait, cet homme-là, genre, qui voulait absolument l'éliminer à ce point? Mais là, encore là, ce n'est que supposition. Parce qu'on reçoit le deuxième rapport d'autopsie. Le deuxième rapport d'autopsie, tenez-vous bien, suicide. Encore! Hey, what the fuck? Fait que là, ça va vraiment pas bien de ils se rendent compte après ça, ils veulent refaire comme des analyses, mais là, ils se rendent compte que tout a été détruit, toutes les pièces, tout ce qui avait rapport avec la mort de Vladimir Poklilko et sa famille, ça a tout été détruit. Ils vont appeler un troisième médecin légiste que là, ils vont faire au privé, seulement avec les rapports des 2 précédents légistes. Michael Arnold, qui est quand même une personne assez renommée, là, il a genre 40 ans de carrière, c'est un médecin légiste là, assez respecté. Lui, il va conclure enfin que le suicide, là, ça tient pas. La gorge tranchée, c'est lui qui va nous expliquer là, que tu es encore conscient puis que ton cerveau comprend, là, il aurait lâché le couteau. Les entailles d'hésitation, OK, mais tu sais, il va pencher plus pour la menace avec les angles, puis tu sais, de où il s'est tranché, tu sais, il n'y aurait pas, tu sais, ça aurait été mal, là, en tout cas. Fait qu'il va vraiment comme remettre ça au jour, là. Faut pas oublier que là, ça fait quasiment 30 ans, là, que ça s'est passé, tout ça. Donc, on va vraiment comme se réunir. Les enquêteurs vont se réunir 24 ans plus tard, précisément.
Ils croient pas pantoute là, que c'est un meurtre-suicide. Eux, ils ont des théories, là, comme je vous dis, mafia russe, l'argent, Tetris, tout ça. Mais étant donné que ça a été classé, puis que les ordres venaient d'en haut, puis que les preuves ont toutes été détruites, eh bien, ils peuvent juste genre continuer à s'asseoir et à se poser 45 000 questions. Ils n'auront jamais le fin mot de l'histoire par rapport à la mort des Poclinko. Puis ils vont revenir sur des faits avec des nouvelles preuves ou d'autres théories, là. Faut quand même préciser que aux États-Unis, lorsqu'il y a un meurtre, un corps qui est découvert, eh bien, savez-vous que le légiste a priorité sur la police, même autorité sur le shérif. Donc, si le légiste dit quelque chose, ben c'est ça. Donc, étant donné qu'il y a 2 légistes qui ont déjà inscrit dans leur rapport que c'est un suicide, moi, je pourrais débarquer à Palo Alto, je pourrais aller dire c'est moi qui les ai tués, puis eux ne pourraient même pas m'arrêter parce que non, c'est pas un meurtre, c'est un suicide. Donc, c'est aussi fou que ça. Donc, il n'y a aucune poursuite qui peut être entamée envers personne parce que ça a été conclu 2 fois au suicide. Donc ça, c'est quand même assez fucké. Puis j'avais déjà entendu dans un autre docu par rapport à ça, là, les légistes, que c'est eux là, qui ont le dernier mot puis qui ont autorité là, sur tout, là, dans le fond. Fait que tu sais, si t'en as un qui est légèrement moyen éthique ou genre que le power il monte à la tête puis il dit « Hey, moi, juste c'est un suicide, puis personne va m'obstiner, c'est ça. » Je trouve ça bizarre. Fait qu'ils vont revenir sur les preuves aussi qui ont été détruites. Les enquêteurs, dans le fond, se sont fait comme pour le documentaire, mais se sont fait une rencontre à la fin, puis là, ils vont se parler, puis ils vont se dire, tu sais, à quoi d'autre ils ont pensé. Puis il y en a une, là, écoute, elle, là, elle fait juste penser à ça. C'est la pire histoire de sa carrière. Elle dit, ça me hante constamment. J'essaie de voir, j'ai oublié quelque chose. J'essaie de voir comment je pourrais réouvrir l'enquête. J'essaie de voir, mais tu sais, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. Fait que malheureusement, c'est juste une enquête qui a été balayée sous le tapis. Puis les personnes qui cherchent le mystère, dans le fond, ben ils vont rester sur leur faim assez longtemps. Ils vont revenir sur les preuves qui ont été détruites, puis il y a deux des enquêteurs qui sont présents que, dans le fond, ça avait été dit que c'était sous l'ordre de ces deux-là. Donc, ils vont être mis au mur là, avec les autres de l'équipe, puis dire « Hey, ça te surprendrait-tu si je te disais que les preuves ont été détruites, mais que c'est ta signature qui se trouve dessus? » Il dit « Aïe, je me rappelle pas de ça, mais non, pas en tout. » Fait qu'est-ce que les deux enquêteurs en savent un peu plus, mais le disent pas? Ou est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui a imité la signature pour pouvoir s'assurer que ça soit détruit? On le saura jamais. Et on apprend un petit peu plus tard aussi, dernière petite anecdote face à ça, une amie de Yelena qui elle, demeure en Russie, après que le crime se soit passé aux États-Unis, que la famille a été tuée, elle était partie faire des commissions, puis quand elle est revenue, il y avait une personne dans son appartement en train là, de revirer l'appartement et chercher tout ça, puis la personne a tellement eu peur. Parce que dans le fond, c'est pas l'amie de Yelena à qui c'est arrivé, c'est une amie de la famille à Yelena, mais c'est l'amie qui le raconte, en tout cas, une proche de Yelena là, en Russie. Et puis, elle a recherché à quitter le pays tout de suite tellement qu'elle a eu peur. Fait qu'elle se demande comment ça, que ça s'est rendu comme jusqu'à elle en Russie. Est-ce que c'était vraiment par rapport à ça? Est-ce que c'était simplement une invasion de domicile pour vol? On le saura pas. Donc, quand même, hein, c'est moi, ça, là, ça l'a bien occupé mon petit cerveau qui lâche pas et qui aime apprendre des choses. Parce que là, franchement, faut quand même se le dire, là, la Russie, s'ils veulent faire disparaître quelqu'un puis que ça paraisse pas, ben écoutez, c'est ça qui est ça. C'est plate, mais c'est ça. On sait très bien là, que le gouvernement russe, c'est un gangster, dans le fond, là, qui est en haut là, de tout ça, là, cette belle pyramide-là. Puis on sait tous que peu importe ce qu'on a à dire, nous, dans nos pays, ben
Lui, il est dans son plus gros pays du monde avec de la protection et tout ça. Donc, tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Hein? Il ne s'arrêtera pas lui-même. Hein? Fait que c'est ça qui complète mon épisode. Écoutez, je suis vraiment contente. Quand j'ai vu qu'il avait sorti, si vous voulez voir où ce que je l'ai écouté, dans le fond, c'est sur Canal Investigation avec Belle Télé. C'est sur 3 épisodes, ça s'écoute quand même très bien. On rentre un peu plus dans les détails. Et puis, si je ne me trompe pas, il y a aussi un documentaire sur la famille Pokinko sur Netflix, mais je ne suis vraiment pas certaine. Donc, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Moi, c'est le genre d'histoire qu'on se pose tellement de questions, mais qu'on est déçu parce qu'on n'aura jamais les réponses. Donc, ça me fâche un peu, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant, là, des cas comme ça. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir là, de vous la partager. Puis, je vais vous dire, faites attention à vous. Puis, à la prochaine. Si vous aimez m'écouter parler de mes histoires pendant des petits 30 minutes comme ça, et bien simplement me le faire savoir en faisant un petit like. Ça peut m'aider des fois là, avec la visibilité. Puis, je vais vous souhaiter à tous de passer une excellente journée. C'était Bianca Gauthier en direct de Saint-Hippolyte.